On accuse souvent la France insoumise de radicaliser la jeunesse. Mais est-ce que vraiment le cas? Que se passe-t-il réellement? On va décortiquer ensemble une analyse qui cherche à expliquer la stratégie du parti, notamment auprès des plus jeunes. Alors, voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi la jeunesse est considérée comme un terreau fertile. Ensuite, on s'intéressera à la stratégie de conquête des universités, puis à l'émergence d'une politique qu'on qualifie d'hybride. On abordera le fameux tournant communautariste et on terminera avec les prédictions sur ce que LFI pourrait devenir. La question centrale, celle qui revient tout le temps, c'est bien celle-là. LFI radicalise-t-elle la jeunesse? Eh bien, l'analyse qu'on explore aujourd'hui suggère que la réponse n'est pas si simple. En fait, l'idée de départ de cette analyse, c'est que LFI n'a pas créé cette radicalité de toutes pièces. Non, le parti aurait plutôt flairé une opportunité. Il aurait capitalisé sur une tendance de fond, un mouvement qui existait déjà bien avant chez les jeunes. Alors, première étape, de quoi parle-t-on quand on dit terreau fertile? Quelles sont ces conditions préexistantes qui, selon cette analyse, auraient permis à la stratégie de LFI de fonctionner si bien? Au cours des 10 dernières années, il y a eu des changements profonds. Par exemple, sur l'écologie. On est passé d'une vision assez classique de développement durable à une idée bien plus anxiogène, la collapsologie, c'est-à-dire la croyance en un effondrement imminent de notre civilisation. Et ça, pour certains, ça justifie des actions beaucoup plus radicales. Et tenez, un chiffre pour illustrer ça, 40%. C'est, d'après un sondage de 2024, la part des jeunes salariés qui considèrent qu'il est acceptable de refuser de servir un client pour des raisons religieuses. C'est un chiffre qui montre bien qu'il y a eu un vrai basculement dans les mentalités. Bon, maintenant qu'on a ce contexte en tête, comment est-ce que LFI a fait pour transformer ce climat d'opinion en une véritable force politique? L'analyse se penche d'abord sur un terrain de jeu stratégique, les universités. Et là, c'est une histoire purement tactique. Pour faire simple, en 2017, LFI se sent trahi par le principal syndicat étudiant de l'époque, l'UNEF. La riposte, elle est simple, soutenir la création d'un syndicat concurrent, l'Union étudiante, pour bâtir sa propre base de pouvoir sur les campus et ne plus dépendre de personne. Mais cette conquête des facs, en réalité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ça s'inscrit dans un changement beaucoup plus profond, la fusion, le mélange entre la politique traditionnelle, celle des élections, et l'activisme de terrain. Le grand tournant d'après l'analyse, c'est 2021. LFI crée le Parlement de l'Union populaire. Et le choix pour diriger cette structure est très symbolique. Ce n'est pas un politique de carrière, non. C'est Aurélie Trouvé, une figure très connue de l'activisme qui vient du mouvement Attaque. Et Aurélie Trouvé, elle arrive avec sa propre méthode, la stratégie arc-en-ciel. L'idée, ce n'est plus seulement d'unir les partis de gauche entre eux. C'est de rassembler toutes les grandes luttes militantes sous une même bannière. Les luttes écologistes, les luttes LGBT, les luttes intersectionnelles. Bref, on crée une grande coalition des mouvements. La conséquence directe, c'est que plein de militants rejoignent LFI. Et ils ne viennent pas les mains vides, ils importent leur culture, leur méthode d'action directe, et ça va jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où ça introduit des pratiques que l'analyse qualifie de bordélisation. En parallèle de ce changement de structure, il y a un autre virage, cette fois-ci idéologique. Un pivot que la source décrit comme le virage communautariste. D'où vient cette idée? Eh bien, l'analyse l'a fait remonter à une théorie trotskiste britannique des années 90. C'est un peu technique, mais pour faire simple, l'idée c'était de créer une alliance tactique entre les partis d'extrême gauche révolutionnaires et les mouvements de l'islam politique. Et ce modèle, qui a donc été expérimenté au Royaume-Uni, aurait été importé en France. L'analyse met en avant le rôle qu'aurait joué la députée LFI, Danielle Obono, qui est issue de ce même courant de pensée trotskiste, pour adapter la stratégie au contexte français. Mais pourquoi une telle stratégie? La réponse, elle est peut-être dans ce chiffre, 400 000. C'est le nombre de voix qui, d'après les calculs, manquait à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour de la présidentielle de 2022. Ce virage est donc interprété comme une tentative purement électorale d'aller chercher cet électorat manquant. Ok, on a vu le contexte, la stratégie, mais où est-ce que tout ça nous mène? C'est l'objet de la dernière partie de l'analyse qui se projette sur l'avenir de la France insoumise. Et là, il y a une sorte de paradoxe. C'est que LFI serait aujourd'hui dépassé par sa propre création. L'écosystème de militants que le parti a contribué à faire grandir serait devenu encore plus radical que lui, au point d'inviter des penseurs qui prônent des actions beaucoup plus directes que les figures historiques du parti. Et ça se voit dans l'escalade des tactiques. Pour certains de ces militants, le chemin est logique. On commence par la désobéissance civile, puis on passe à l'action directe, et enfin, l'étape ultime, c'est le sabotage. L'analyse se termine donc sur une prédiction assez forte.
LFI pourrait évoluer vers une sorte de structure à deux visages. D'un côté, une façade officielle et légale, avec les députés à l'Assemblée, et de l'autre, un canal plus informel, quasi clandestin, qui entretiendrait des liens avec des groupes beaucoup plus radicaux, leur servant en quelque sorte de relais politique. Et ça nous laisse avec la question finale, peut-être la plus importante: quel est l'avenir pour une force politique qui brouille à ce point la frontière entre le bulletin de vote et l'action de rue?